Je vous propose de retrouver Hélène Bonnet et Camille Souhaut, que vous connaissez bien, nos envoyés spéciales en Ukraine. Elles sont à Kharkiv, justement. Bonjour, merci à toutes les deux d'être là. Je sais que la chose est difficile. Hélène, est-ce que les habitants de Kharkiv ont toujours cette certitude que leur ville ne tombera pas aux mains des Russes ? Écoutez, ici, ce qui est très surprenant, c'est le décalage entre la situation et le comportement de la population. Parce que d'un côté, il y a ces bombardements russes quasiment quotidiens qui sont aussi très meurtriers. Hier, il y a eu 11 morts, 11 Ukrainiens morts ici à Kharkiv à cause de ces frappes. Et de l'autre, eh bien, vous avez le comportement de la population. Vous voyez, aujourd'hui, il fait beau et juste derrière moi, vous apercevez peut-être une vieille dame qui est en train de faire son sport quotidien dans le parc qui se trouve juste derrière. Les gens continuent d'aller travailler, continuent d'aller en terrasse comme si de rien n'était. Ce qu'il faut dire, c'est que Kharkiv, c'est la seconde ville du pays. Elle va être difficilement prenable, d'autant plus que les troupes russes qui sont massées à la frontière ne sont pas suffisantes pour pouvoir le faire. Les combats sont contenus dans le nord, près de la frontière. Les Ukrainiens, pour l'instant, tentent de contenir l'avancée des forces russes, empêcher qu'elles s'emparent de points stratégiques qui, là, au contraire, leur permettraient de mettre davantage la pression sur la ville de Kharkiv. Merci beaucoup Hélène Bonnet, merci à Camille Souhaut qui vous accompagne. Réflexion, la vôtre, de toute façon ils prendront jamais la ville. Non mais oui, je m'avance peut-être un peu, on peut jamais dire jamais évidemment, surtout pas à la guerre, mais honnêtement je faudrait-il savoir en fin de compte ce que Poutine a dans la tête. Oui, c'est pas facile. Quand on voit le début de la guerre avec l'effet de surprise qu'ils n'ont pas réussi à conquérir Kharkiv n'a jamais été sous occupation russe, les troupes russes sont parvenues à rentrer au début mais ont été très rapidement repoussés par les Ukrainiens. Je ne vois pas comment maintenant les Russes arriveraient à prendre Kharkiv. Et je pense honnêtement, et c'est pour ça qu'Hélène décrit très bien cette vie qui continue à Kharkiv, les habitants de Kharkiv sont persuadés que la ville, la deuxième ville d'Ukraine, aujourd'hui va tenir. L'idée, on va écouter Mikhail Khodorkovsky, vous allez voir son analyse sur ce qui pourrait se passer, parce qu'il y a deux villes, hein, il y a Kharkiv et puis beaucoup plus bas, si vous allez sur la carte, autre ville que vous connaissez bien, c'est une ville qui est au bord de la mer, c'est une ville qui a été récemment frappée par les Russes, Odessa. Écoutez son analyse. Tout le monde sait que vous avez pratiquement perdu la guerre en Ukraine. Nous l'avons perdu. Le PIB de l'Ukraine avant la guerre était de 160 milliards de dollars. Celui de la Russie, de 2200 milliards de dollars. Le coût de l'obus d'artillerie le plus courant, le 152 mm, est de 500 $. Ce qui signifie qu'il consacre environ 5,5% de son PIB à la guerre. Alors comment suggérez-vous qu'ils se battent ? Avec un tel rapport entre les approvisionnements et les forces, l'Ukraine perdra Kharkiv d'ici la fin de l'année et au milieu de l'année prochaine, ils perdront Odessa. Le rapport de force sera de 10 ou 12 contre 1 à la fin de 2025. Voilà un calcul qui nous laisse dubitatif sur ce plateau. Vous prenez le PIB, l'effort militaire et vous arrivez à une défaite militaire, colonel. Je suis sûr que dans votre carrière, vous n'avez jamais calculé comme ça. Heureusement, peut-être pour nous. C'est l'équation à mille inconnus, là. Oui, non, bien sûr. D'abord, oui, un premier principe, il n'y a rien de plus incertain que la prédiction militaire, l'anticipation militaire. C'est trop compliqué, il y a trop d'enjeux humains, il y a trop... c'est un processus qui est dialectique. Hein, vous adaptez d'un côté, vous avancez, puis finalement l'autre, ça s'adapte aussi, et puis il y a des contre-mesures. Il y a plein d'événements extérieurs qui peuvent aussi influer sur les événements. Poutine peut avoir un accident d'hélicoptère, etc. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent... Prigojine a eu un accident d'avion, pourquoi pas Poutine l'hélicoptère. Non, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est vraiment impossible. Voilà, et ceux qui prétendent le contraire sont des menteurs, de prévoir exactement, surtout dans une situation qui est relativement équilibrée dans les forces, de savoir vraiment dans quelle situation on sera en 2025. Voilà. Maintenant, ce qu'il dit, c'est que
beaucoup de gens, notamment du côté pro-russe, disent de toute façon, la masse, elle est du côté russe et inéluctablement, la Russie l'emportera mécaniquement, ne serait-ce par sa supériorité de masse, sa supériorité économique, etc. etc. Bon, c'est pas aussi simple. Je vous le disais, difficile d'être dans la tête de Poutine et savoir ce qu'il veut exactement. Magali Lunel est là, je ne dis pas qu'elle est dans la tête de Vladimir Poutine, mais Magali, vous allez nous parler de quelque chose, dont Poutine ne cesse de nous parler. Il s'agit d'un corridor, une forme de zone tampon, et c'est peut-être ça, quand on regarde la carte d'ailleurs, qu'il faut comprendre dans les offensives russes depuis le début du mois de mai. On va écouter d'ailleurs Vladimir Poutine, c'était vendredi dernier, vous voyez, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et il nous parle de cette zone tampon. Alors je précise, pour Poutine, cette zone tampon est faite pour, merci de ne pas rire, protéger la Russie. Et Belgorod. C'est de leur faute. La Russie essaie de remplacer la tête malade de l'Ukraine par une tête saine. Et ils nous blâment pour les événements tragiques d'aujourd'hui. Mais c'est le résultat de leur politique. En ce qui concerne ce qui se passe dans la direction de Kharkiv, c'est aussi de leur faute, parce qu'ils ont tiré et continuent de tirer. On le voit d'ailleurs avec le bombardement des quartiers résidentiels de la frontière, y compris ceux de Belgorod. Mais c'est aussi là que des civils meurent. C'est tout à fait clair. Ils tirent sur le centre-ville, sur le quartier résidentiel. Et j'ai dit publiquement que si cela continuait, nous allions devoir créer une zone de sécurité, une zone sanitaire. La zone est ouverte. C'est ce que nous faisons. Et en ce qui concerne Kharkiv, il n'y a pas de projet à ce jour. Très intéressant, Magali, ces paroles. Alors, Kharkiv, pas de problème à ce jour. Tout est ouvert pour la zone. Et pourquoi pas une zone aussi qui pourrait partir de Kiev et puis aller jusqu'au fleuve, frontière naturelle en tout cas. Effectivement, c'est toujours un peu flou, sibyllin quand on écoute Vladimir Poutine. Il donne rarement des détails. Alors, pour connaître ces détails, il faut plutôt fouiller, il faut aller chercher l'information, et en règle générale, les informations, on les trouve sur les comptes Telegram des 1000 blogueurs, vous le savez, ces journalistes ou anciens militaires qui renseignent sur la guerre au jour le jour. On a été voir le plus connu d'entre eux, Rybar, qui a justement parlé de la zone de sécurité que les Russes doivent mettre en place, et là c'est très intéressant. Il dit la même chose que Vladimir Poutine, il faut se protéger de ces attaques ukrainiennes sur le sol russe en créant une zone tampon, d'où ces incursions vers Kharkiv. Mais lui donne une précision d'importance. La zone tampon irait d'où à où ? C'est ça qui est intéressant. Oui, écoutez. Cette zone va également nous permettre de prendre l'initiative et de frapper nous-mêmes l'ennemi. Mais je le répète, nous parlons maintenant exclusivement d'une zone qui va devoir sécuriser toute la région de Belgorod. La question est qu'il faut sécuriser Belgorod et les autres localités de la région. Il faut alors créer une ligne de sécurité et une zone tampon le long de la région de Soumy et de la région de Tcherniv. Nous visons toujours la région de Kharkiv. Voilà, ça a pas mal réagi sur le plateau. Oui. En écoutant Tcherniv, on va vous montrer sur la carte ce que ça donne, parce qu'on est très très loin de Kharkiv. Effectivement, il parle de Soumy. Tcherniv, qui n'est qu'à 140 km de Kiev, vous le voyez, ça va très loin. Alors, c'est pas la carte que j'avais demandée. Normalement, il y en a une autre. Enfin, c'est pas... Tcherniv, c'est vraiment donc vers Kiev. Et cette zone tampon, ça veut dire qu'en fait, une zone tampon, c'est environ quoi, 15 à 20 km de la frontière. En règle générale, c'est à peu près ça. Au moins pour éloigner l'artillerie. Au moins pour éloigner l'artillerie. Sauf que si on écoute Rybar, eh bien là, ça dépasserait les 60 km. On serait même à 80 km. Ah oui, donc c'est extrêmement étendu. C'est toute la frontière, en fait. Voilà, exactement. Ce serait toute la frontière russe, donc ça va être extrêmement loin. Il y a une autre source, c'est Dmitry Medvedev, le vice-président du Conseil de sécurité. Et voilà, lui, ce qu'il dit. Il n'est pas difficile de calculer. Si le régime de Kiev utilise des missiles de type Storm Shadow d'une portée d'au moins 500 km, et que la distance entre Belgorod et Kiev est de 429 km, eh bien c'est toute l'Ukraine qui tombe dans une zone de sécurité. En d'autres termes, la Russie devrait être partout là-bas. Et si cela continue, la zone sanitaire garantie se situera quelque part à la frontière avec la Pologne. Oui, ou en Pologne. Ou même en Pologne, effectivement, selon les traductions. Donc lui... Medvedev est très branché Pologne. Alors, il est très branché Pologne. Effectivement,
En février, il avait déjà dit que de toute façon, les Russes devaient conquérir encore Kiev. Ils avaient toujours le même objectif. Donc pour lui, il faudrait que toute l'Ukraine soit zone tampon pour protéger la Russie. On le voit en tout cas, quel que soit l'interlocuteur, que les Russes n'ont pas du tout rogné sur leurs ambitions. C'est très intéressant. Merci beaucoup Magali. Parce que regardez, quand vous voyez le Dniepr, le fleuve, ça fait une frontière naturelle. Oui, c'est une culture. Poutine, depuis le début, parle toujours de frontières naturelles. Ce serait peut-être ça le rêve de Poutine. Oui, enfin bon. Parce que Catherine II, la grande tsarine, disait le meilleur moyen de protéger les frontières de la Russie, c'est de les étendre. De les étendre toujours plus loin. C'est une vieille obsession russe, en fait. Le glacis de protection, alors que c'est le territoire le plus important du monde. Mais non, il faut encore aller un peu plus loin. Toute l'Europe de l'Est était considérée comme un glacis. C'était comme ça que c'était présenté. C'est-à-dire une zone de protection contre une invasion. Et dans l'imaginaire russe, il y a toujours cette idée de l'invasion. Et toutes les offensives russes sont en réalité des offensives défensives. Elles sont toujours présentées pour défendre le territoire, même si c'est à petite échelle comme là. Mais même la guerre elle-même, il faut le rappeler, quand même, était présentée comme une opération défensive pour empêcher une offensive prochaine de l'Ukraine contre le Donbass.